Salut à toi, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la société Lululemon. Donc on va vraiment y aller étape par étape pour pas que tu sois perdu et on va essayer de savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité en regardant uniquement les métriques qui sont les plus importantes. Et ensuite on essaiera de trouver un prix d'achat idéal pour battre le marché et réaliser un rendement annuel de 13,5% par an. Juste avant, je te demande une petite faveur, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne et en plus ça te permet d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortons et plus particulièrement des prochaines analyses d'entreprise. Donc allez, c'est parti. Alors, Lululemon, l'action de cette société s'échange actuellement à 403 $. Donc c'est une société dans le domaine de la consommation discrétionnaire. Avec une capitalisation boursière de 51 milliards de dollars. Ok, on va regarder directement son entreprise value, sa valeur d'entreprise, et en fait le delta que vous voyez entre les deux, donc ce qui correspond à 1 milliard 35, ça correspond en fait à sa dette nette. Donc ok, l'entreprise est endettée à environ 1 milliard 35, mais ce qu'on va voir c'est si oui ou non cette dette est soutenable. Donc en fait on va comparer ce 1 milliard 35 directement à son free cash flow, sa moyenne sur les 5 dernières années, qui est de 582 millions. Et donc comme on peut le voir ici, en gros en un tout petit peu plus de 2 années, l'entreprise est capable de rembourser l'intégralité de sa dette. Donc ce qui est plutôt convenable. Donc c'est un bon point. Regardez ces indicateurs de rentabilité, des retours sur ses capitaux investis de 24% au cours des 5 dernières années et l'année dernière de 27%, ce qui est tout simplement fabuleux. Les retours sur ses capitaux propres ici de quasiment 31%, c'est très bien. Et les retours sur ses actifs de 10,4%. Ok. Nous, pour l'ensemble de ces métriques, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est avoir des rendements de minimum 12%. Donc là, la société coche quasiment tous les critères, sauf pour le retour sur ses actifs, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément si important que cela. Le plus important, ça va vraiment être en fait le retour sur ses capitaux investis. Donc c'est 24 et 27%. La société ne verse pas de dividendes, ok, une marge brute de quasiment 57%, ça d'accord, et des marges nettes ici de entre 11 et 14%. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des marges nettes supérieures à 10%. Donc là, encore une fois, c'est un bon point pour l'entreprise. Donc, on va aller maintenant au niveau de ses comptes de résultats. Donc, la prochaine métrique qu'on va voir, c'est est-ce que l'entreprise a toujours une croissance de son chiffre d'affaires. Donc, ce dernier, au cours des 5 dernières années, donc ce dernier est passé ici de 3,58 milliards à 8,84 milliards. Ok. Croissance relativement importante, ça on aime, et relativement linéaire on va dire. Au niveau maintenant, donc le chiffre d'affaires a augmenté, c'est très bien, mais est-ce que son résultat net aussi a augmenté? Donc il est passé lui de 534 millions à 1 milliard. Ok, en augmentation, alors un peu moins que le chiffre d'affaires si je ne dis pas de bêtises, oui voilà, celui-ci a été augmenté de un petit peu plus que x2 et lui on est vraiment à même pas x2. Donc ce qui serait important quand même, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le chiffre d'affaires a augmenté plus rapidement que son résultat net. Alors maintenant, au niveau de son bénéfice par action, on veut que lui aussi soit en croissance au cours des 5 dernières années, passant de 4,07$ à 7,91$. Ok. Maintenant, une des métriques que nous allons regarder et qui est très importante, et pourtant très peu d'investisseurs la regardent, c'est le nombre d'actifs en circulation. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est que ce nombre soit constant ou en diminution dans le temps. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, en fait, on veut que l'actionnaire ne soit pas dilué. On veut qu'il ait toujours cette même part des bénéfices à récupérer ou qu'il ait une part plus importante. Et donc, on va voir pour Lululemon comment celle-ci se comporte. En 2019, il y avait 130 millions d'actifs en circulation et cette année, 126 millions. Ok, c'est un bon point. L'entreprise rachète régulièrement ses propres actions. Maintenant, on va regarder au niveau de son free cash flow. Le free cash flow qui, à mon avis, après le ROIC, donc le retour sur ses capitaux investis, est la métrique que je regarde le plus. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, cette métrique, c'est vraiment le sang de l'entreprise. Parce que l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir, si elle le souhaite, distribuer des dividendes. Elle va pouvoir rembourser sa dette. Elle va pouvoir investir
dans son entreprise, elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc acheter de nouvelles sociétés, ou elle va pouvoir racheter ses propres actions. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est vraiment l'argent qui reste à l'entreprise pour faire ce qu'elle souhaite. Donc cette métrique est très importante, bien plus que le résultat net. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est que cette métrique soit aussi en croissance au cours des 5 dernières années. Donc en 2019, je vois plus, voilà, la société réalisait 305 millions de free cash flow et cette année quasiment 1 milliard. Et là voilà, pour le coup, le résultat net n'a pas été augmenté par 2, tandis que ici le free cash flow a lui été multiplié par plus que 3. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime voir. Je préfère que le free cash flow soit bien au-dessus en fait, du résultat net. Donc ça, c'est un très bon point pour l'entreprise. Enfin, la dernière métrique que l'on va regarder, c'est voir si la dette à long terme de l'entreprise peut être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc comme on a pu le voir avant avec la valeur d'entreprise, la société Lululemon semble très peu endettée. Donc j'imagine que cette métrique sera aussi bonne. Donc ce qu'on va faire en fait, on va prendre le résultat là, du free cash flow ici, là, de la moyenne sur les 5 dernières années, qui est de 582 millions, et qu'on va en fait multiplier par 5. Tac. Et ça va nous donner 2,91 normalement, je crois. Ouais, on doit être à 2,91. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc 2 milliards 91. Donc ce qu'on va voir, c'est est-ce que la dette long terme de l'entreprise est inférieure à 2 milliards 91. Donc on va aller dans son balance sheet, dans son bilan comptable, on va descendre au niveau de sa dette long terme qui est ici de 1 milliard 07. Donc là encore une fois, la métrique est cochée. Donc comme ça, de prime abord, la société semble plutôt bien gérée. Donc c'est potentiellement une société que je pourrais moi-même ajouter à mon portefeuille. Maintenant, ok, la société semble plutôt pas trop mal, mais on va essayer de trouver un prix idéal pour l'acheter, car tous les investissements ne peuvent pas s'acheter à n'importe quel prix. Donc juste avant, on va aller regarder rapidement en fait les estimations des analystes. Donc ils s'attendent à quoi? Donc ils s'attendent au cours des 5 prochaines années à une augmentation du bénéfice par action de plus de 2, donc passant de 10,14$ à 22,86$, et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, une croissance, donc là un petit peu moins par 2, mais passant de 8,20 milliards à 15 milliards. Donc ce qui correspond, quand on regarde ici, une croissance annualisée, on doit être autour des 11 à 12%, je pense. Donc, on va essayer maintenant de trouver un prix d'achat idéal. Donc moi ce que je fais, c'est que je réalise toujours des estimations ici sur 10 années. On va faire des estimations à la fois pessimistes, des estimations moyennes et des estimations optimistes. On a vu que les analystes estimaient, on va dire entre, 11 à 12% de croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 prochaines années. Sauf qu'ils ont tendance à être optimistes. Donc c'est ce que je vais mettre moi sur ma borne haute. Et sur les bornes plus pessimistes, 8 et 10. Maintenant, au niveau des marges nettes, on peut voir qu'elles sont relativement constantes ici au cours des 5 et 10 dernières années, aux alentours des 13-14. Moi du coup je vais partir sur du 13, 5, 14. Les marges sur le free cash flow sont quant à elles un petit peu plus faibles, comme on peut le voir, aux alentours on va compter sur les 10%. Donc on va partir ici sur du 9,5. Hop là, 9,5. 10 et 10,5. Maintenant, au niveau du PER et PCF, on va devoir indiquer le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise sera dans 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PER moyen, par exemple, d'un indice de référence comme le S&P 500, il est de 15. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir ajuster notre valeur en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a encore une forte croissance du chiffre d'affaires? Donc là, comme on peut le voir, une croissance entre 8 et 12%, c'est relativement important. Donc oui, il y a toujours une forte croissance du chiffre d'affaires. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour
sur ses capitaux investis, qui se traduit généralement en fait par un MOAT, dans ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Donc comme on peut le voir ici, entre 23 et 28%, allez 24-28% de ROIC, c'est exceptionnel. Donc pour moi, l'entreprise mérite donc un premium. Donc je vais partir sur du 17, 19, 21. 17, donc pareil pour le prix sur Free Cash Flow. Et ensuite, quel rendement je souhaite. Donc moi, si je devais investir sur un ETF tel que le S&P 500, j'aurais un rendement annualisé de 9 à 10%. Là, on choisit nous-mêmes nos actions, donc on va devoir se mettre une petite marge de sécurité. Et le fait de réaliser l'ensemble de ces recherches, on veut forcément gagner un peu plus que cet indice de référence. Donc moi, pour ma part, je mets minimum ici du 12%, hop, du 13,5% et du 15%. On analyse tout ça, et donc qu'est-ce que ça nous donne? Et bien, comme on peut le voir, il semblerait que la société semble un peu trop surévaluée. Qu'est-ce que nous indiquent ces chiffres? Ils nous indiquent tout simplement que, on va prendre l'exemple des estimations optimistes. Si vous pensez que au cours des 10 prochaines années, l'entreprise va augmenter son chiffre d'affaires de 12% par an, va réaliser des marges nettes de 14%, des marges sur le free cash flow de 10,5%, qu'elle aura un PER et PCF de 21 dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15% par an, alors il faudrait acheter l'entreprise entre 175 et 233 $. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les rendements situés tout en bas là? Eh bien, ils nous indiquent tout simplement que si vous pensez par exemple que les estimations pessimistes se réaliseront, donc 8% de croissance du chiffre d'affaires, marge nette de 13%, marge sur le free cash flow de 9,5% et un PER et PCF de 17 dans 10 ans, et que vous achetez l'entreprise à son prix actuel qui est de 403 $, alors vous réaliseriez un rendement ici de 2,21%. Non, de moins 2,21%, pardon. Ce qui veut dire que chaque année, vous perdriez 2% de votre capital. Donc, honnêtement, moi, Lululemon, c'est une entreprise que j'apprécie. Il faudrait que je réalise des recherches un peu plus approfondies pour savoir si oui ou non elle vaut la peine que je la mette en portefeuille. Sauf que comme on peut le voir, de toute façon, là, actuellement, l'entreprise est, à mon sens, bien trop évaluée. Donc moi, je vais mettre ici, hop, une petite alerte, hop, allez, à 200 $. Et lorsque l'entreprise atteindra ces 200 $, eh bien, je commencerai à réaliser de nouvelles analyses un peu plus approfondies pour savoir si oui ou non je passe à l'achat sur cette entreprise. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as la moindre question, eh ben, n'hésite pas à la poser en commentaire. Ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!